BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom. Aujourd'hui, nous recevons Régis Ravanas, le directeur général des radios du groupe M6, ou plutôt, il nous reçoit chez lui à Neuilly, dans le studio principal de la maison. Avec lui, nous allons revenir sur toute l'actualité des médias, à la fois cette création d'alliances françaises de la radio, de toutes les radios privées. On va en parler avec lui également, les recettes publicitaires qui sont un petit peu compliquées en ce moment et qui impliquent des décisions pour le groupe. Et puis, évidemment, les audiences radio, thème rituel. Et enfin, le cas qui fait beaucoup parler en ce moment, celui d'un certain Cyril Hanouna. Bonjour Régis Ravanas. Bonjour. Merci de parler à Hebdocom. Merci de nous accueillir aussi dans ce studio qui vous sert pour plusieurs tranches, dont la tranche phare de la matinale de RTL. Vous êtes donc directeur général des radios du groupe M6. Donc on parle de RTL, Fun Radio et donc RTL2. Et depuis quelques jours, vous avez enfilé une nouvelle casquette, celui de président de l'Alliance de la radio, avec des stations privées qui sont réunies à l'intérieur. Et quelle urgence y avait-il à se regrouper pour une photo de famille ? Alors, ce n'est pas qu'une photo de famille. D'abord, c'est un événement, parce que c'est la première fois depuis que la radio existe, ça fait peut-être 100 ans, que les radios privées sont toutes ensemble au sein d'une association pour défendre ce média et défendre ses auditeurs. Donc ça, c'est une vraie première, c'est un événement. Et pourquoi ? Parce que notre média, comme d'autres d'ailleurs, il peut être menacé, il peut avoir des problématiques spécifiques qu'il faut défendre. Il faut aussi faire savoir que la radio, c'est 9 Français sur 10 qui l'écoutent tous les mois, 7 Français sur 10 qui l'écoutent tous les jours. C'est un média formidable, un média de confiance, un média d'habitude, qui joue un rôle sociétal, un rôle démocratique. Et il faut que ce média soit défendu, notamment auprès des pouvoirs publics. Mais défendu de quoi ? C'est quoi l'attaque contre ces radios privées ? On est dans un pays qui adore les normes. C'est un sujet du moment, on le voit, nos agriculteurs en souffrent, mais il y a beaucoup de catégories professionnelles qui en souffrent, beaucoup de secteurs industriels qui en souffrent, la radio en fait partie. On est les champions mondiaux de la normalisation des contraintes qu'on peut mettre sur le secteur des médias, en particulier de la radio aussi. Ça va des quotas jusqu'aux mentions légales qui font que on a plus de mal à faire le métier de radio en France que dans d'autres pays qui sont nos pays voisins. Donc du coup, le but, c'est quoi ? C'est de former une forme de lobby pour faire pression sur les pouvoirs publics ? C'est de se faire entendre, expliquer à quel point certaines contraintes sont destructrices de valeur, sont aussi nocives pour les auditeurs, pour le média en général. Et puis aussi, c'est pas que défensif, c'est aussi faire valoir ce qu'est ce média fantastique, à quel point il touche les auditeurs, à quel point les auditeurs ont confiance en lui. Mais la problématique, c'est quoi ? C'est celle des plateformes ou celle des radios publiques ? Non, c'est pas un problème de radio privée, de radio publique. Les radios publiques, elles ont leur rôle. L'alliance, elle ne se crée pas contre les radios publiques. Mais elles ne sont pas dedans. Elles ne sont pas dedans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes spécificités. Une radio publique, elle vit de crédit public. Une radio privée, elle vit essentiellement du marché publicitaire. Voilà. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes à gérer, on n'a pas les mêmes soucis vis-à-vis des réglementations. Et il faut quand même une cohérence dans un groupe pour pouvoir parler de la même voix. Et c'est pour ça que ce sont les radios privées qui ont décidé de se mettre ensemble au sein de l'Alliance et que les radios publiques n'y sont pas. Mais il y a d'autres instances sur lesquelles on se retrouve. Par exemple, l'association DAB+, on y retrouve les radios publiques parce que pour le DAB+, en l'occurrence, on a des intérêts qui se retrouvent. Après, on se dit que finalement, la photo de famille avec les concurrents, on peut être un petit peu étonné quand on voit certaines tensions qu'il y a pu y avoir, y compris récemment dans des campagnes de publicité, on parle de communication, on pense à Europe 1. Vous retrouvez à côté de la direction d'Europe 1. Oui, mais c'est très réjouissant, je trouve, au contraire. Ça montre la maturité que peuvent avoir ces entreprises qui sont autour de la table, de se dire oui, nous sommes concurrents, oui, toute la journée, on se bataille, on se bagarre pour grappiller des parts d'audience aux uns et aux autres, mais sur les sujets importants, qui sont les sujets de préservation de notre média, de croissance, je l'espère, de notre média, eh bien là, on sait baisser les armes et parler de manière professionnelle pour trouver un chemin pour défendre les intérêts en général du média.
face aux intérêts des plateformes qui, elles, savent vraiment les défendre. Est-ce que vous ne dites pas que c'est un combat de David contre Goliath, finalement? Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir à quel point les opérateurs français qui opèrent dans ce territoire, qui emploient de nombreuses personnes, des milliers de personnes, parce qu'il y a quand même en France autour d'un millier de radios, hein, dans les territoires, des radios qui sont contrôlées par l'Arcom notamment, parce qu'elles émettent du territoire français. Pourquoi ces radios sont à ce point-là contraintes alors qu'il n'y a aucune contrainte sur les opérateurs digitaux qui, eux, sont souvent localisés à l'extérieur et qui n'emploient que très peu de personnes en France, hein. Bon. Alors c'est là où on voit que parfois nous avons l'art, nous en France, de nous tirer des balles dans le pied. Et c'est ce qu'on veut dénoncer. C'est ce qu'on veut dénoncer. Voilà. Notamment le fait qu'il n'y a aucune... Je vous donne un exemple. Spotify peut... Si vous êtes abonné à Spotify, eh bien, vous pouvez jouer, je sais pas, 1000 fois le dernier titre de Gims, parce que ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. Eh bien, Énergie n'a pas le droit de jouer autant qu'il le veut le dernier titre de Gims. Au nom de la pluralité sur son antenne. Au nom de contraintes qui sont vraiment surannées, quoi. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Vous pensez par exemple au quota de chansons françaises, typiquement? Non. On est heureux de défendre la création française. Ça fait partie de nos vecteurs, vraiment. En revanche, construire des usines à gaz qui empêchent les directions éditoriales de proposer aux auditeurs des programmes de qualité et des programmes qui les séduisent, en fait, c'est fou, c'est contre-productif. Et ça fait le jeu, finalement, des opérateurs qui sont localisés sur d'autres territoires et qui n'ont pas de contraintes. Donc, finalement, c'est de leur faute si les jeunes sont moins attirés par ces programmes de la radio et désertent un petit peu le média radio. Quand vous dites leur, vous pensez à qui? À ces plateformes, à Spotify, non. etc. Non, pas du tout. Ce que je trouve navrant, c'est que nos contraintes, les règles qui sont dans les textes de notre pays, favorise ces plateformes au lieu de défendre les opérateurs locaux. Enfin, quel pays, en fait, se dit, bah, tiens, ça serait bien que je favorise des opérateurs extérieurs plutôt que ceux qui créent de la valeur dans mon pays. C'est un peu fou quand même, hein. Enfin, voilà, bah, c'est comme ça qu'on vit, nous. Mais on n'est pas les seuls. Regardez ce que disent les agriculteurs. Enfin, on est dans une surnormalisation, on est dans la course à la contrainte, sans tenir compte du fait que le monde est ouvert, le monde n'est plus fermé comme il y a 20 ou 30 ou 40 ans, et qu'aujourd'hui on est en compétition avec des acteurs qui n'ont pas de frontières, qui sont à l'extérieur et qui vivent dans des régimes où il y a zéro contrainte. Alors justement, ces contraintes, puisque vous êtes à la tête de la première radio privée, la place de la publicité, elle est essentielle et vous avez décidé d'agir. Ça rejoint en fait le sujet pour lequel vous vous battez. Alors, c'est encore autre chose. Mais je voudrais revenir, puisque vous parlez justement de ces contraintes. Il y en a une qui est vraiment très importante pour nous. Et en plus, il y a un consensus pour la faire évoluer. C'est ce qu'on appelle les mentions légales. Les mentions légales, ce sont ces messages qui arrivent à la fin d'un message publicitaire pour expliquer des tas de choses qu'on ne comprend pas d'ailleurs. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite. Ça prend parfois la moitié du temps du message publicitaire. Alors ça n'a plus de sens du tout. Ça n'a jamais eu vraiment d'ailleurs. Parce que d'abord, ça va à une telle allure que l'auditeur ne comprend pas. Ça crée une sorte de brouhaha qui détruit un peu le confort d'écoute. Et bien sûr, en même temps, ça n'a aucun intérêt pour l'annonceur qui, dans son message publicitaire, paye une bonne partie pour expliquer qu'il ne faut pas acheter le produit qu'il vend. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose qui n'a pas de sens et qui pourrait très bien être réglé aujourd'hui par un renvoi sur des mentions légales sur un site Internet pour mieux expliquer justement de quoi il s'agit. Ça, il faut le faire évoluer. L'Arcom est d'accord avec ça. De nombreux services de l'État sont d'accord pour faire évoluer ça. Mais il y a une lourdeur qui malheureusement freine cette évolution. Et c'est aussi pour des choses comme celle-là que nous pensons qu'ensemble,
Et nous sommes vraiment heureux que des radios comme Skyrock nous aient rejoints, des radios comme Radio Classique, des radios bien sûr comme les Indés. Les Indés, c'est 176 radios qui sont dans tout le territoire. C'est vraiment toute la France qui est là. Eh bien, toutes ces radios-là, elles sont d'accord pour qu'on fasse ensemble bouger les choses. Et nous espérons être davantage entendus en étant ensemble. Restons sur la pub, mais avec votre casquette de directeur général de RTL. Je disais, vous avez donc décidé d'agir contre la publicité sur l'antenne. Ça se traduit comment pour un auditeur là? Alors, une radio privée, c'est un contrat avec un auditeur. C'est moi, auditeur, j'accepte qu'il y ait une part de messages publicitaires parce que j'ai un contenu qui m'intéresse, qui me divertit, qui m'informe. Ce contrat, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et il faut faire attention à ce que cet équilibre ne balance pas dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes allé trop loin? Avec Sans 15 doute. minutes de pub par heure? Sans doute, c'est ce que nous avons jugé, c'est ce que nous ont dit nos auditeurs. Et nous avons décidé de faire marche arrière, ce qui n'est pas évident parce que ça veut dire renoncer à des recettes. Ça veut dire renoncer à des recettes. Beaucoup? Oui, beaucoup, c'est en millions d'euros. Nous avons décidé, par exemple pour la matinale, de passer à un maximum de 15 minutes de publicité par heure à 10 minutes. C'est un tiers du volume. Donc c'est évidemment des recettes très importantes qui vont nous faire défaut. Mais c'est un choix. Comment on compense typiquement? Est-ce que vous avez demandé à vos annonceurs de payer plus en disant vous êtes mieux exposés parce qu'il y a moins de publicité autour de vous, donc payez plus cher votre pub? En fait, on ne compense pas. C'est-à-dire que, d'autant que nous avons décidé de maintenir le niveau d'investissement. Ça ne se fera pas, ça ne se fait pas au détriment des dépenses de programme et des dépenses de tous les collaborateurs qui sont dans notre pôle radio. Non, nous avons renoncé à notre niveau de rentabilité. Il se trouve qu'on est dans un groupe qui peut investir, qui a les moyens de ses ambitions, parce que nous sommes un groupe rentable et que ça nous permet justement de faire cet effort, de dégrader légèrement cette rentabilité pour améliorer le confort d'écoute. Nous espérons que ça nous permettra... Ah non, c'est pour améliorer, absolument, pour améliorer la durée d'écoute, mais pas pour la dégrader, pour améliorer la durée d'écoute, absolument. Il se trouve que nous espérons que ça nous permettra de gagner de l'audience et donc de mieux valoriser nos espaces dans le futur. Et si nous réussissons, de compenser cette perte-là. Mais c'est un calcul à long terme, moyen terme en tout cas, parce que ce n'est pas tout de suite que nous allons retrouver ces recettes. À court terme, vous êtes perdant. Oui. Vous parlez d'équilibre pour l'auditeur. Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse quand même de dire mes programmes ne sont pas assez attractifs pour que l'auditeur reste après la publicité? Je pense que quelle que soit la puissance d'un programme, lorsque vous dépassez un certain niveau de publicité, l'auditeur trouve que le contrat d'écoute n'est pas respecté. Donc je ne crois pas. Je crois que, au contraire, c'est la volonté d'accompagner l'auditeur et d'améliorer son confort et de retrouver un équilibre avec justement cet auditeur. Retrouver un équilibre dans la relation que nous avons avec lui. Alors, est-ce que vous tracez une ligne? Est-ce que vous diriez que si l'écart entre France Inter, première radio de France aujourd'hui, et RTL est si grand, c'est grâce ou à cause de la publicité? Bon, je ne veux pas tellement parler de nos concurrents qui font très bien leur travail. Je crois que le volume de publicité que nous avons eu sur nos antennes a été un point majeur dans l'évolution de nos audiences ces derniers temps. Voilà. Mais je ne sais pas dire si nous aurions fait mieux que France Inter, si nous avions eu un volume. C'est difficile de refaire l'histoire. Et je vous pose la question parce que quand même, ça a été longtemps la fierté d'RTL de dire première radio de France. Aujourd'hui, vous direz que c'est plus atteignable vu le contexte ou... Alors, il y a un sujet aussi, c'est qu'on n'a pas du tout le même niveau de diffusion. Hein. La couverture, j'utilise un mot un peu technique, là, mais enfin, moi, le nombre d'émetteurs que nous avons permet de couvrir autour de 37 millions d'auditeurs sur RTL. France Inter, je crois que c'est 62 millions. Donc, c'est difficile de comparer. Alors, dans le temps, cet écart se réduira avec le DAB+, qui permettra de couvrir l'ensemble de la population. Écart, il a toujours existé et il n'empêche que les audiences d'RTL étaient meilleures avant et celles de France Inter moins bonnes. Non, parce que nous avions un émetteur longues ondes qui permettait de couvrir 50 millions d'auditeurs en France.
Céline Pigalle, avec qui on a échangé pour cette émission la semaine dernière, qualifiait Europe 1 de radio populiste contre France Bleu, un modèle populaire. Vous reprendriez ces termes pour ces deux radios ? Non, moi je pense que RTL est une radio populaire, pas populiste, mais je ne pointe personne du doigt. Je pense que notre ambition, c'est d'être apolitique, d'être équilibré. Apolitique, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs. C'est d'être équilibré, avec des opinions dans les deux sens. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion que nous faisons sur ce sujet-là montrent que des grandes radios généralistes, RTL est perçue par le public comme celle la plus neutre sur le plan politique. Mais alors précisément, comment vous qualifieriez l'identité de RTL, mis à part apolitique et qui défend le pluralisme ? C'est le gai savoir, c'est se divertir tout en s'informant, c'est s'amuser tout en ayant des programmes de connaissances. C'est de la culture, de l'information et du divertissement avec ce que je vous disais, un sens du populaire dans le bon sens du terme. Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être un peu sur un toboggan ? C'est-à-dire qu'il y a aussi des vagues, on parle de vagues d'audience en radio. Europe 1, on a connu des successives très très mauvaises avant de commencer une remontée, peut-être une remontada diront certains. Est-ce que vous avez l'impression d'être sur ce toboggan-là ? C'est pas ce que montrent les derniers chiffres en tout cas, puisqu'on a un rebond sur notre dernière vague d'audience. Oui, on a un rebond avec une progression de notre part d'audience très sensible, hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement sur les plus jeunes que RTL rebondit le plus. Ça veut dire quoi, jeune, pour l'auditeur d'RTL ? C'est des moins de 60 ans. C'est sur les plus âgés que nous avons perdu des auditeurs, très clairement. En revanche, nous en gagnons sur les plus jeunes. J'ajoute que sur nos autres radios, en l'occurrence Fun Radio et RTL2, on a fait là des vagues d'audience spectaculaires. Sur la dernière vague, Fun Radio et RTL2 sont les deux stations musicales qui s'en tirent en fait, hein. C'est les deux stations qui sont dans une dynamique positive. Et quand on regarde, alors là, mais on est sur BFM Business, sur les sujets de publicité, en fait, notre groupe a gagné 10% de part d'audience en plus sur les moins de 50 ans. C'est très bon pour notre régie publicitaire, c'est très bon pour nos recettes. Notre groupe est en très bonne santé, en fait, hein. Donc quand vous parlez de toboggan, c'est pas du tout ce qu'on ressent. En tout cas, pour les audiences, est-ce que vous avez quand même, à la lecture de la dernière vague... Les audiences, en fait, elles sont très très bonnes pour notre activité. Parce que sur notre cible, qui est la cible commerciale, on a de très bons scores, en fait. Tout de même, ce qui est vrai, c'est que sur les plus de 50 ans, plus de 60 ans en particulier, nous avons perdu des auditeurs. Vous avez quand même poussé un ouf de soulagement quand vous avez vu la dernière vague en vous disant peut-être que l'hémorragie s'arrête et qu'on est sur un nouveau mouvement. Mais et qu'on vous monte. savez, lorsque vous prenez un risque important, hein, qui est de changer une matinale, vous déstabilisez votre audience. La radio, c'est un média d'habitude, avec des auditeurs qui sont d'une fidélité incroyable. Lorsque vous changez un anchorman du matin comme Yves Calvi, qui est d'ailleurs toujours chez nous et on est heureux qu'il soit avec nous, mais c'est un petit traumatisme. Donc il faut le temps de cette nouvelle écoute, il faut le temps de cette habitude. Vous pensez que ça paye ? Sur un an, on est à moins 146 000. Est-ce que vous vous dites pas, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce qu'on a fait le bon choix ? Bien sûr qu'on se pose ces questions-là, bien sûr. Mais les chiffres que nous voyons, d'abord cette vague qu'il y a eu entre novembre et décembre, qui est extrêmement positive, et les chiffres que nous avons de nos sources digitales, puisque celles-là, on les a presque au quotidien, nous montrent qu'on est dans une très très bonne dynamique. Donc on est très confiant. On est très confiant. Mais ce sont des paris qu'on n'est jamais sûr de gagner. Certains sont gagnés, certains sont perdus. Et ça, oui, ça mais vous savez, dans la dernière vague, quand on regarde ce qui s'est passé, Julien Courbet est redevenu numéro 1, Jean-Alphonse Richard est redevenu numéro 1, Laurent Deutsch est redevenu numéro 1, Laurent Ruquier est numéro 1. Enfin, si vous voulez, il y a des signes extrêmement positifs, en fait, hein, de 7h à 20h, on est en progression. Donc, on n'a pas le sentiment, nous, d'être du tout sur un toboggan. Et encore une fois, sur les derniers chiffres que nous avons, mais alors qui sont des chiffres, pour le coup, qui ne sont pas publics, mais on a une très bonne dynamique. Très, très bonne dynamique. Donc vous êtes sans doute liée, d'ailleurs, au fait que nous avons baissé le volume publicitaire. La maison mère du groupe M6 a annoncé il y a quelques jours la signature d'un accord avec OpenAI pour utiliser ChatGPT.
il concerne aussi la média France. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez l'utiliser et si vous allez l'utiliser en fait? En fait, on l'utilise déjà. On n'est pas les seuls, hein, j'imagine, mais on voit que l'intelligence artificielle nous permet de développer des expériences, notamment dans les autopromotions, notamment dans ce qu'on appelle le speak to text. Donc on gagne en productivité de manière très significative pour traduire en texte tous les sons que nous avons, et ils sont nombreux dans le groupe. Donc ça veut dire que qui pourrait l'utiliser? C'est plutôt la partie Nos technique, journalistes, les journalistes nos aussi? journalistes, nos équipes de divertissement. Par exemple, les podcasts de Laurent Deutsch, eh bien, il suffit en quelques secondes de les passer dans notre outil d'intelligence artificielle qui est déjà plugué dans nos systèmes, hein, pour traduire en texte les podcasts de Laurent Deutsch. Je donne cet D'accord. exemple comme Et quand j'en aurais typiquement, donné un autre. je sais pas, des best-of d'émissions, les best-of des grosses têtes pourraient être montés par une IA demain matin. Alors, demain matin, je pense que ça sera possible. Ça ne l'est pas encore. Ça ne l'est pas encore et nous étudions le sujet. Nous Je étudions pensais le pas sujet, ouais. Non, mais notamment pour les montages vidéo. Mais ça n'est pas encore au point. Nous faisons des essais aussi sur l'utilisation de voix de nos animateurs pour des autopromotions, par exemple, avec leur accord naturellement. Alors tous les textes, évidemment, sont relus par des journalistes ou par des sachants, j'allais dire, lorsqu'il s'agit d'histoire. Mais on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Nos équipes gagnent beaucoup de temps avec ces outils-là. Un mot des musicales, vous en parliez tout à l'heure. Remontée, progression, mais elles ne sont pas totalement au même niveau, ou en tout cas pas en même forme. Est-ce que vous mettriez RTL2 et Fun Radio sur le même constat, le même bilan en ce moment? Oui, oui. Alors, RTL2 est une station... elles ne vivent pas la même histoire, naturellement, mais RTL2 est une station qui est extrêmement bien positionnée sur son format pop-rock, qui fête cette année ses 30 ans, qui est la radio sans doute préférée de nos interlocuteurs, parce que c'est une radio urbaine et qui correspond à beaucoup de décideurs qu'on peut avoir autour de nous. C'est une radio qui fonctionne extrêmement bien, notamment sur le plan économique. Pour Fun Radio, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, les audiences sont plus aléatoires. Alors, Fun Radio est pour le coup, vit une remontada avec une matinale qui a été refondue, même si c'est toujours Bruno Guillon qui est à sa tête. Mais là, on voit une évolution assez spectaculaire de ces audiences et qui sont très solides. Encore une fois, sur la dernière vague, les radios musicales, au global, ont perdu de la part d'audience. Il y en a deux qui ont fonctionné, ce sont ces deux-là. Est-ce qu'il faut attendre dans quelques mois l'arrivée de Cyril Hanouna l'après-midi sur l'antenne de Fun Radio? Alors, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Il y a des discussions, comme vous le savez, c'est désormais public, même si on ne souhaitait pas forcément que ce soit public, parce que lorsqu'on parle de mouvements comme cela, on souhaite que ça soit déclaré lorsque c'est fait. Mais il y a des discussions avancées avec Cyril Hanouna. Et effectivement, il pourrait rejoindre Fun Radio la saison prochaine si on conclut l'accord. Avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat est sur la table? Ça veut dire qu'il y a des discussions avancées. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Parce que vous avez quand même, la Société des journalistes a dit qu'elle a été prévenue, que le projet a été discuté. Quand vous en êtes là, c'est quand même qu'on est à la fin du processus. Non, mais c'est parce que, si vous voulez, il y avait des inquiétudes dans la maison, et même si on n'est pas tout abouti, on souhaitait que les collaborateurs sachent dans quel état d'esprit se faisait ce partenariat possible. On a rappelé que c'était un projet de divertissement, que ça n'était pas un projet sociétal ou politique, que c'était pour des antennes qui étaient W9 et Fun Radio. Donc c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril sur ses antennes. Et ça, c'est possible? Retrouver le Cyril Hanouna d'il y a 10 ans, avant Vincent Bolloré, vous y croyez? Moi, j'ai travaillé avec Cyril Hanouna il y a 20 ans. C'est un animateur extrêmement talentueux. Et ce Cyril-là, je suis sûr qu'il est toujours le Cyril d'aujourd'hui. Les gens ne changent pas. Voilà, je suis sûr qu'on peut très bien
développer de très bons divertissements avec Cyril. Et donc en changeant d'actionnaire, changer de position. Actionnaire ou en tout cas de ligne éditoriale. Je ne sais pas si c'est lié à son actionnaire, mais en tout cas, il n'y avait pas le même positionnement éditorial. Il n'y a pas aujourd'hui le même positionnement éditorial sur ces antennes que celui que nous souhaitons aujourd'hui sur les antennes du groupe M6. Et vous parliez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez dans les discussions. Il y a aussi l'état d'esprit des journalistes et le communiqué de la Société des journalistes. Oui. Vous le sentez, vous le voyez, ce refus catégorique des journalistes, avec certains même qui menacent de partir, Karine Le Marchand, qui réagit et qui dit « Moi, si c'est ça, je claque la porte ». Comment vous réagissez ? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une inquiétude, ça c'est sûr, et que notre rôle, c'est de rassurer. Karine, pour le coup, c'est une animatrice que j'aime beaucoup, que je considère comme une amie, et je serais vraiment très triste qu'elle nous quitte. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Mais elle partira parce que si Cyril Hanouna signe le contrat. J'espère que non, mais c'est possible. C'est une hypothèse. Je le regretterais beaucoup, en tout cas, à titre personnel. Mais notre rôle, c'est de rassurer. Et bien sûr que vous avez pu lire qu'il y a des inquiétudes, mais on a pu aussi, je pense, sentir que bon nombre des interlocuteurs, j'étais moi il y a 1 heure avec un CSE de nos équipes musicales, en discutant et en présentant le projet, on voit bien quand même que les gens sont rassurés. Je ne dis pas qu'ils sont totalement rassurés, mais ils voient bien que c'est un projet très clair, qui n'est pas que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, il y a un projet pour septembre. Un projet pour septembre. D'accord. Et donc vous disiez W9, donc une forme de touche pas à mon poste sur W9 et les après-midi sur la radio. Ça, je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Quel va être le format ? Mais en tout cas, c'est purement du divertissement. Il aurait sa place sur RTL ou c'est pas prévu ? Aujourd'hui, on a une puissance de grille avec un niveau d'incarnation qui ne justifie pas que Cyril Hanouna vienne sur RTL. Julien Courbet, Laurent Ruquier, Yves Calvi, Thomas Soto, Amandine Bégaud, Laurent Deutsch. Vous voyez bien qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place ou il n'a pas sa place ? Il n'y a pas la place. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hebdocom sur BFM Business.